Ok. Salut, c'est Loku. On est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis pas assez stupide pour faire une vidéo entière avec un masque. En plus, je suis toute seule chez moi. J'ai pas fait de vidéo depuis un an. Oui, je sais, je suis désolée. En plus, j'ai du coup un nouveau décor. Au début de mes études supérieures, eh bien, j'ai pas arrêté de déménager entre chambre étudiante, la France, le Japon, donc du coup, c'était jamais stable. Mais là, ça va être le décor pendant plusieurs mois, voire années, je pense. Et donc, il y a des petits tableaux de Tokyo, de displays. Je ne suis pas sponsorisée, mais tant de youtubeurs le sont. Il y en aura peut-être d'autres après, je sais pas. Puis voilà, hein, c'est un peu improvisé pour le moment, mais ça va changer. Vous êtes nombreux à me demander de faire des vidéos. 2019-2020, c'est pas la joie. Bon, c'est la joie pour personne, hein, je sais bien. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un an? Ah bah bravo Loku, t'as pas fait de vidéo pendant un an. Oui, je sais, c'est pas que j'y pensais pas, c'est pas que j'avais pas envie d'en faire. 2019-2020, c'est absolument pas la joie, c'est la joie pour personne, je sais. Mais j'ai eu plein de problèmes, et plein de problèmes qui ne sont pas terminés dans ma vie. Je suis notamment rentrée du Japon parce que mon visa était terminé, et j'ai voulu terminer mes études en France, mais à cause du coronavirus, je ne peux pas les terminer, donc c'est un scandale. Et je suis prise au piège dans l'éducation française. Bref, je vous explique tout ça en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour parler du coronavirus, puisque justement, le coronavirus est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire des vidéos. Bon, évidemment, ça fait pas un an que ça dure, hein, mais c'est bon. Mais on va dire que c'est un facteur qui accentue la déchéance qui est mon existence. Je suis trop positive. Sinon, j'ai une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vais pouvoir monétiser ma chaîne, alors que j'ai même pas 1000 abonnés. Gloire à moi. Bon, je peux pas récupérer l'argent, mais depuis le début de ma chaîne, j'ai généré 20 €. Et croyez-moi, quand on est étudiant, 20 € c'est quelque chose. Bref, c'est certainement pas une reconnaissance financière, mais c'est un petit peu une reconnaissance morale, et donc je suis assez contente d'avoir reçu mon premier courrier de Google. Les vrais bails. Bref, je sais qu'énormément de youtubeurs traitant de la culture japonaise ont déjà fait des vidéos sur le coronavirus, donc je sais pas si je vais répéter ce qui a déjà été dit, mais c'est ma vision des choses et mon analyse de la situation, sachant que je ne suis plus au Japon, pour l'instant. Mais voilà, bref, ne parlons pas des choses qui fâchent, s'il vous plaît. La pandémie, comme vous le savez, est partie de Chine, et la Chine, comme le Japon, ce sont des pays d'Asie. Oh mon dieu, Loco, mais quelle révélation! Non mais je sais pas, je précise, comme il y a encore des gens qui croient que la Chine et le Japon c'est les mêmes pays, le premier cas de coronavirus est arrivé au Japon le 16 janvier par un Chinois qui venait de Wuhan et qui est allé à Kanagawa au Japon. Mais comme pour beaucoup de pays dans le monde, le Japon a d'abord commencé par une phase de déni. On verra pourquoi après. À ce moment-là, c'est encore trop tôt pour le dire, mais on sait que le Japon est le second pays au monde le plus infecté. Ce qui est en fait assez normal puisque c'est le voisin de la Chine, donc c'est normal que ça se propage dans cette zone du monde. Ça veut pas nécessairement dire que c'est mal géré, puisque tout simplement, on savait pas encore que le virus allait arriver dans le reste du monde. D'ailleurs, je me souviens un petit peu à ce moment-là, on était un peu en mode ah là là, ces Asiatiques. Ils vont tous mourir. Non, c'est vraiment méchant de dire ça, mais non, mais c'est une blague. Mais en vrai, on savait pas que ça allait être partout dans le monde. 13 février, les premiers décès. Il y a aussi eu l'histoire avec ce paquebot qui était garé, j'ai envie de dire, garé, qui avait posé son ancre à Yokohama, c'est le Diamond Princess, il me semble, et qui avait énormément de gens qui étaient contaminés à bord. Donc là, ça a été une grosse crise mondiale, tout le monde a commencé à vraiment avoir peur. Et ensuite, la fête nationale a bien évidemment été annulée au Japon, parce que vous savez que la fête nationale est le jour de naissance de l'empereur. Donc avant, c'était le 23 décembre, il me semble. Mais comme on a changé d'empereur avec l'ère Reiwa, c'est plus en décembre, c'est en février. Voilà, en gros. Mais il y a encore relativement peu de morts, du coup on est encore dans une phase de déni, une phase de non mais ça va, tout est sous contrôle, tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a un fort taux de contamination, mais il n'y a pas suffisamment de morts pour que tout le monde soit alerté, et surtout Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon, ne prend pas de mesures. Jusqu'à un moment de février, et où il se dit bon, on va quand même faire un petit discours, histoire de prendre quelques mesures quand même, parce que la propagation c'est quand même pas tip top, et s'il commence à y avoir des morts, on le sent pas trop. Donc du coup il va prendre la décision de fermer les établissements scolaires. C'était une décision qui a été jugée nécessaire à ce moment-là, et elle devait être effective jusqu'au 1er avril. Le 1er avril c'est le jour de la rentrée scolaire, donc ils se sont dit on va terminer l'année en fermant les établissements scolaires,
et puis on verra après. Les coquins, ils ne savaient pas qu'en avril, ça serait encore la pandémie, enfin bref. Mi-mars, le gouvernement déclare 1500 cas et 32 morts, mais ne déclenche toujours pas d'état d'urgence. Vous savez qu'à ce moment-là, nous, on a aussi eu le développement de la pandémie, et en fait, ce qui se passe au Japon, c'est que c'est une deuxième branche du SARS-CoV qui est une branche plus européenne. C'est-à-dire qu'au début, le Japon a été touché par la branche plus asiatique, et maintenant c'est la branche européenne du virus. Je suis pas épidémiologiste, donc je sais pas, hein, mais voilà. C'est la branche plus européenne du virus qui vient toucher le pays, et donc c'est une mutation un petit peu différente qui perturbe tout le monde, donc la propagation n'est pas exactement la même. Enfin bref, faudrait vraiment demander à des spécialistes, mais... Le Japon devient donc, à ce moment-là de mars, le 9e pays le plus contaminé au monde. Alors on se dit, waouh, 9e, c'est quand même, il est vraiment très très contaminé. Oui, mais quels sont les premiers pays? Chine, Italie, Iran, Corée du Sud, Espagne, France, Allemagne, États-Unis. On est quand même dans les pays plus contaminés que le Japon à ce moment-là de mi-mars, alors que le virus est quand même arrivé beaucoup plus tard chez nous. Donc quelque part, je trouve que le Japon s'est pas mal débrouillé. Et enfin, sous la pression, à ce moment-là, ils décident enfin de reporter les JO de Tokyo 2020 à 2021, et évidemment ça s'appellera toujours les JO 2020 parce que on va pas changer toutes les bannières, et enfin ça risque d'être compliqué un petit peu ça. Sachant que les JO, évidemment, ça se décide pas comme ça. Le Japon n'était pas du tout parti pour les reporter, il ne voulait pas, parce qu'on en reparlera plus tard, mais ça représente quelque chose de vraiment important pour le pays. Et en fait, c'est Donald Trump qui a fait pression sur Shinzo Abe pour lui dire, écoute, faudrait peut-être reporter les JO. C'était peut-être, oui, le meilleur choix à faire finalement. Qu'il en soit, ce report des JO, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, donc personne ne savait réellement comment gérer le problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on savait pas comment gérer pendant le Covid. Et c'est toujours le cas en fait. Arrive avril. Alors, en avril, les Japonais, ils sont assez sûrs d'eux. Enfin, quand je dis les Japonais, on parle pas de population, mais bien sûr d'autorité, de gouvernement. Ils sont super sûrs d'eux et ils se disent, ça y est, l'épidémie est derrière nous, on réouvre les écoles comme on avait dit le 1er avril. Alors évidemment, on est en Asie, donc il y aura des mesures telles que le port du masque obligatoire, le lavage de mains et des distanciations sociales pour les élèves. Et évidemment, cette décision de réouvrir les écoles, c'est pas très bien accueilli, parce que vous en doutez que les parents qui ont des gosses dans les écoles, ils ont un petit peu peur de la contamination, et puis les Japonais, ils sont un petit peu frileux à cette idée-là, donc c'est vraiment une mesure qui n'est pas du tout bien accueillie. Et là, Shinzo Abe va faire un nouveau discours, et je me souviens l'avoir regardé en direct, et il va faire un discours très solennel annonçant, enfin, l'état d'urgence. Et il va déclarer un certain nombre de préfectures en état d'urgence. Tokyo, Kyoto, Osaka, Kanagawa, Chiba, Saitama, Hyogo et Fukuoka. C'est-à-dire en gros toutes les préfectures jouxtant Tokyo et celles du centre du Japon aussi qui sont assez peuplées, et puis Fukuoka. En gros toutes les zones les plus peuplées du Japon sont en état d'urgence. Et quelques jours après, c'est très vite étendu à tout le pays, vu le bazar que c'est. Parce que ça se propage vraiment très très vite là pour le coup. Alors l'état d'urgence au Japon, c'est pas vraiment comme nous on a eu l'état d'urgence pour le terrorisme, c'est surtout l'interdiction des rassemblements, autant que possible éviter de sortir et demander aux entreprises de faire le plus possible de télétravail, même si c'est pas très culturellement ancré dans la culture japonaise. Enfin faut dire que en France non plus, c'est quelque chose qu'on connaissait pas vraiment, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont dû faire du télétravail et qui étaient comment vais-je faire? Mimer l'état d'urgence et mimer l'état d'urgence. Non, mi-mai, l'état d'urgence est levé pour toutes les préfectures, sauf pour Tokyo et Osaka, parce que là, il y a une grosse prise de confiance quand même. On se dit, c'est bon, les beaux jours arrivent, c'est fini le Covid. You fool. Alors, le Japon, c'est pas vraiment comme en Chine. En Chine, on suspecte très fortement les autorités de mentir sur les chiffres, parce que ça fait bien pour cette grande démocratie qu'est la Chine d'avoir très peu de morts, sauf que bon, on sait que voilà, ils n'ont pas pu endiguer la propagation du virus, hein, on n'est pas fou. Au Japon, c'est pas vraiment pareil, on pense qu'ils ne mentent pas sur les chiffres, même si pour pas alerter la population, on pense qu'ils ont quand même... Je ne sais pas. Donc il y a une partie des gens qui pensent que les Japonais mentent aussi sur leurs chiffres, pas autant que les Chinois, mais quand même un petit peu, pour éviter de faire peur et conserver quand même cette image de Japon. Regardez, tout est sous contrôle, c'est magnifique. Et puis d'un côté, je pense que les chiffres sont assez réalistes, compte tenu de ce qu'on va voir après, l'explication de pourquoi le Covid s'est pas autant propagé au Japon qu'en France. Pour moi, il y a toujours ce côté ne pas perdre la face, qu'ont les Japonais, j'en parlerai sans doute dans un prochain Cultivons Japon, hein, ne pas perdre la face. Mais c'est vrai que les Japonais n'ont pas trop envie de perdre
perdent la face par rapport à leurs voisins et aussi par rapport à l'Occident. Donc on verra ça juste après. Et juin, juillet, août, l'été, il y a une sorte de forme de quarantaine qui s'est mise en place au Japon, mais un petit peu d'elle-même. Je connais des gens qui vivent encore au Japon, à divers endroits, et ils se sont en général self-quarantined, donc mis en quarantaine un peu d'eux-mêmes parce que c'était logique d'après ce qui se passait, mais c'est pas forcément quelque chose qui a été imposé par le gouvernement. Donc beaucoup de Japonais essayent de moins sortir le plus possible. D'ailleurs, on peut voir beaucoup de vidéos qui ont traîné sur internet, des vidéos internationales où il y a des Japonais qui disent Ie ni imasho, donc restons à la maison, restons chez nous, pour essayer de ne pas propager la maladie, parce que les Japonais ils n'ont pas besoin qu'on leur dise pour le faire. Enfin voilà. Faut pas oublier que le Japon c'est beaucoup de villes démesurément peuplées, des transports bondés, donc beaucoup de contacts, beaucoup de gens qui grouillent à des endroits, donc la propagation est encore plus évidente qu'en France. Et surtout il y a un risque supplémentaire, c'est le risque des personnes âgées. Il y a énormément de population âgée au Japon, et comme on sait que les premières victimes du Covid sont des personnes âgées, voilà, bon, disons que leur population risque de disparaître s'ils font pas gaffe. Bon, j'exagère un petit peu. Mais voilà, c'était en gros les différentes phases du coronavirus. Donc c'est vrai qu'il y a eu comme deux vagues, en fait la première vague asiatique, et dont ils ont réussi à assez bien se prémunir finalement, puis après la seconde vague de souche plus européenne. Ça voilà, je sais pas exactement dans les détails médicaux comment cela fonctionne, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on va rentrer dans l'analyse. Je relevais quelques points qui, moi, me semblaient intéressants de traiter. Ce que ça révèle de la société japonaise. Alors, je l'ai évoqué déjà un petit peu, mais il y a quelque chose au niveau du déni du début. Alors en France, on a eu quand même quelque chose aussi de très cocasse. Ne mettez surtout pas de masque, en fait c'est plus dangereux de mettre un masque que de ne pas en mettre. Mettez tous des masques. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, ça a été traité des milliers de fois, mais bon, enfin bon, la gestion de la crise a été vraiment pitoyable en France. Mais au Japon, il y a eu cette phase de déni au début. Et je pense que c'est assez révélateur de la culture japonaise, en tout cas en ce qui me concerne. En fait, c'est le côté kamikaze, c'est-à-dire rien ne peut nous atteindre. Nous avons le vent divin. Et en fait, c'est ce truc-là que... Enfin, si on regarde le discours de Shinzo Abe, contrairement au discours fleuri d'Emmanuel Macron, Shinzo Abe, il était plutôt dans un ton solennel, mais pas outrageusement littéraire comme Emmanuel Macron. Bref, c'était beaucoup plus sobre comme discours. Et il a décidé de ne pas tester la population parce que selon lui, il ne voulait pas que la population panique. Alors le problème c'est qu'il y a une ambivalence, que évidemment faut tester la population, c'est logique si on veut pas que justement ça crée une panique parce qu'il y a plus de contamination, mais c'est marrant qu'ils ne veuillent pas que la population japonaise panique, alors que quand il y a eu des interviews des japonais eux-mêmes, ils disaient on sait qu'il faut pas qu'on panique, mais il faudrait qu'on soit testé. Donc les japonais sont conscients qu'il faut pas paniquer, et en même temps le gouvernement ne veut pas leur dire la vérité pour pas qu'ils paniquent. Donc il y a ce côté là un peu qui est bizarre. Enfin bref, cette phase de déni, elle était étrange, mais moi j'avais vraiment l'impression que c'était ce côté japonais. Non mais chez nous ça va pas se développer parce que nous on est quand même au-dessus de tout ça, on va pas se laisser avoir par une bête pandémie. Enfin, on va pas se mentir, il y a aussi un côté un petit peu raciste que les Japonais maintiennent envers la Chine. Ils se disent, nous, on leur est supérieur. Quand je dis ça, évidemment, c'est pas tous les Japonais qui pensent ça, hein. Les jeunes Japonais ne pensent plus du tout ça, mais c'est quelque chose qui est dans les mœurs. Et le gouvernement peut pas, quelque part, se dire, non mais nous on est mieux organisé que la Chine, donc il n'y a pas de raison que chez nous ça se propage autant que chez nos voisins. Et c'est pas totalement faux, hein. On va voir après. Le deuxième point, c'est que dès le début, pour moi, ils ont vraiment bien contenu la propagation. C'est pas nécessairement juste leur gestion de crise qui est efficace, c'est en fait ce qui est inhérent à leur culture. Parce que déjà, les Japonais sont plus disciplinés. Ensuite, il y a les coutumes culturelles qui sont différentes des nôtres. Par exemple, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise pour se dire bonjour. La mise en quarantaine a été efficace, il y a finalement eu des tests après, bon ça comme en France. Et d'ailleurs, quand l'état d'urgence a été déclaré, il faut quand même être honnête, ça a été bien respecté, même si les Japonais sont très habitués à sortir et très peu habitués au télétravail, ce genre de choses.
Moi je me rappelle avoir vu beaucoup de photos circuler des rues de Tokyo complètement vides, sachant que Tokyo c'est la ville qui ne dort jamais. Enfin, une des 10 villes qui ne dorment jamais, bon, si on écoute les gens, mais bon, vraiment, c'était impressionnant de voir des rues complètement désertes. Il y a eu des plans de drones d'à peu près toutes les villes de France, mais bon, c'est quand même moins impressionnant de voir, je sais pas, Sainte-Marie, les deux églises, pourquoi cet exemple, sans personne dedans que Tokyo. Surtout que ce n'était pas un confinement imposé, mais recommandé. C'est-à-dire que les Japonais ne risquaient pas d'amende à sortir. Après ce que j'ai compris. Après, je suis pas là que pour vous donner les bons côtés du Japon, pour vous dire ah oui mais les Japonais sont trop disciplinés, ça on l'entend tout le temps, c'est pas la peine. Aussi, on va donner quand même des aspects négatifs. Comme pour la France, il y a des énormes problèmes dans les hôpitaux au Japon, il y a énormément de problèmes de budget et il y a eu aussi ce souci de les soignants n'ont pas de blouse pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et il y a eu des gens qui ont fait des dons de sacs poubelles pour que les soignants puissent avoir quelque chose qui les protège. Enfin c'est... voilà, c'est scandaleux hein, mais c'est à peu près le problème. Les hôpitaux c'est un peu le problème dans tous les pays, la mauvaise gestion. Et puis tout est à nuancer sachant que pour 60% des Japonais, la gestion de crise a été totalement inefficace de la part du gouvernement. Après, on ne dira rien là-dessus parce que nous en France, je pense que si on interviewe les Français dans la rue et qu'on leur demande si la gestion de crise a été efficace, je pense que tout le monde va dire « Oh c'était vraiment de la merde !» Ça y est, je suis démonétisée. Mais bon, la conclusion de tout ça, c'est que selon Libération, j'ai mis les sources dans la description, le taux de reproduction du virus a été de 10 par mois au Japon, ce qui est déjà énorme, hein, on est d'accord, mais c'est de 10 000 en France. Vous voyez la différence, c'est quand même colossal. Comment on peut expliquer cette faible propagation du virus du Japon par rapport à la France? Le tactile, ça peut paraître complètement stupide, je l'ai déjà évoqué juste avant, mais évidemment les Japonais ne se touchent pas et n'ont pas un besoin constant de se tripoter comme les Français font. On est un peuple latin, donc on a besoin de se toucher, de se rapprocher, et encore plus on dit bonjour en se faisant la bise. Bon, on a arrêté de faire la bise pendant le Covid, on est quand même pas stupide, mais avant qu'il y ait toutes ces histoires de faut plus vous faire la bise, tout ça, il y a quand même des gens qui se sont fait la bise, hein, ça a quand même largement contribué à ça. Et dans l'article de Libé, on peut lire « Distanciation physique culturellement acquise ». Alors j'aime bien ce terme parce que c'est vrai qu'au Japon c'est totalement ça, c'est que de base, les Japonais ne sont pas là à se toucher tout le temps, donc du fait qu'il y ait cette distanciation physique qui était là de base, ça a contribué au fait que le virus soit moins à sauter de postillon à postillon quoi. Le deuxième élément, c'est au niveau de l'hygiène. Au Japon, il n'est pas rare de trouver du gel hydroalcoolique de partout. Ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, me fait bondir. En France, je suis désolée, on a beau avoir des normes européennes qui nous encadrent vraiment bien, on est des gros crados, hein. Au Japon, dans les entrées de centres commerciaux, par exemple, il y a toujours eu du gel hydroalcoolique. Parce que t'as pris les transports, t'avais des trucs avec tes mains, on sait pas trop, t'as quand même envie d'avoir les mains propres, juste par mesure d'hygiène. Ou aussi, les Japonais ont souvent du gel hydroalcoolique ou des lingettes sur eux pour pouvoir se laver les mains en toutes circonstances. Et depuis que je découvre le gel hydroalcoolique, croyez-moi, j'ai envie de tout le temps me laver les mains, parce que pour moi c'est juste insupportable de faire des trucs avec les mains sales. Mais en France, on se rend compte que c'est quand même pas tout le temps le cas. Enfin, il faut bien se poser des questions. À un moment, il y a eu les plus faibles taux de gastroentérite de l'histoire de la France. Enfin, pas l'histoire de la France, mais depuis longtemps en tout cas. Parce que les Français ont découvert le fait de se laver les mains. Alors je dis ça comme une généralité. Évidemment, c'est peut-être pas votre cas, mais il faut savoir que la plupart des Français ne se lavent pas les mains. Au Japon, il y a une hygiène qui est aussi acquise. Ça, on devrait en prendre de la graine, je trouve. Les employés aussi ont souvent des gants dans les magasins, ça évite la propagation, c'est juste normal, ça fait propre, quoi. Bref, moi je suis beaucoup moins malade que la plupart des gens parce que je me lave les mains. Je n'ai pas attendu le Covid pour me laver les mains. Et le troisième élément, c'est un aussi des plus évidents qui a été beaucoup traité dans les médias, c'est que les Japonais, les Asiatiques en général, ont l'habitude du port du masque. Sachant qu'ils en portent au moins une fois par an, voire plus. Alors par exemple en période de grippe saisonnière, ce genre de choses, c'est pour se protéger soi-même et protéger les autres. Et aussi par exemple on peut citer la période des allergies où beaucoup de Japonais portent des masques parce que les Japonais n'ont pas d'immunité pour certains types de pollen, donc quasiment tous les Japonais ont une période d'allergie au pollen, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Donc déjà, tous les Japonais avaient l'habitude d'avoir des masques chez eux, ils n'ont pas attendu la pandémie pour que ce soit le cas, alors que nous on était là, oh là là, mais j'ai pas de masque. Bon, moi j'ai fait un peu mes masques moi-même, j'avais aussi déjà des masques japonais, donc dès que la pandémie a été déclarée, j'avais un paquet de masques que j'avais ramené du Japon, et heureusement, parce que du coup, je suis pas passée par la phase « Oh mon dieu, j'ai pas de masque, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, j'en avais déjà.
J'avais l'habitude d'en utiliser surtout. Discipline, tout ça. Et en plus ils sont roses. Et comme les Japonais produisent leurs masques eux-mêmes, ils avaient des usines qui ont pu produire les masques pour eux, alors que nous, nous on a délocalisé en Chine, alors après il faut pas se poser de questions, on peut plus en produire, bah évidemment. Et mine de rien, il y a aussi cette fameuse mentalité française qui joue pour beaucoup la sacro-sainte liberté d'expression. Moi je suis français, madame, je ne mettrai pas de masque, je suis libre. Bah tu es libre d'attraper le Covid et de mourir, écoute. Non, c'est vrai, il y a eu quand même des réactions assez insupportables de gens qui méritaient des bonnes grosses amendes parce que juste, ils ne voulaient pas porter le masque. Alors aujourd'hui, on a autre chose qui est arrivé, c'est le mouvement anti-masque. Mais depuis le début de la pandémie, il y a quand même des gens qui ne veulent pas porter le masque parce que oui, mais moi je suis français, vous voyez, moi je suis libre. Tu comprends pas que c'est pas la question qu'on te pose en fait si tu es libre ou non. La question c'est que c'est la loi maintenant. Alors qu'au Japon, il n'y a jamais eu cette histoire-là, on a toujours porté des masques, on portera toujours des masques. Si on nous dit porte des masques, tu fais ok. Et oui, comme en France, au Japon, il y a eu malheureusement une recrudescence du racisme anti-chinois. Les règles sont pas trop acceptées, bon voilà, hein, les pauvres, après il y a eu des mouvements quand même qui venaient soutenir les Chinois, mais en France ça s'est juste rajouté au fait que de toute façon personne n'est foutu de distinguer n'importe quel ressortissant d'un pays d'Asie, donc en fait c'est encore plus pris de l'ampleur parce que si vous voulez j'ai des amis japonais qui se sont fait vraiment traiter de sale chinois, ne m'approche pas. Ça me donne juste envie de massacrer ces gens-là en fait, parce que déjà ils sont stupides au point de penser que juste parce que t'es asiatique, tu donnes le virus plus que quelqu'un d'autre, alors que c'est faux. N'importe qui peut être contaminé, n'importe qui peut contaminer les autres. Et en plus, tu ne fais pas la différence entre un chinois, un japonais, parce que ça se trouve, le japonais, il vit en France depuis 10 ans, il n'en sait foutrement rien, il est pas au courant. Enfin bref. Le Hanami a été aussi annulé, ce qui représente une perte de 3 millions de visiteurs. Donc c'est une perte économique, bien sûr, colossale pour le pays, mais aussi une perte culturelle. Tout comme nous, on a du mal à renoncer à notre bière en terrasse. Bon, moi je bois pas d'alcool, donc on va dire un Diabolo grenadine en terrasse. Les Japonais, pour eux, ça a été un crève-cœur de devoir renoncer aux festivités du Hanami. Selon Wikipédia, en 2019, les festivités du Hanami ont représenté un total de 8,5 millions de visiteurs pour une manne financière de 5,5 milliards d'euros. Donc évidemment ça a eu un impact économique. Toutes les industries, comme partout dans le monde, ont eu évidemment de gros problèmes, hein. Il faut pas rêver, tout le monde a été touché. Il y a eu des cessations d'activité, donc il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés sans emploi, des gens qui avaient toujours l'emploi mais qui ne pouvaient pas effectuer leur métier parce que c'était pas jugé vital. Et il y a eu même des manifestations, ce qui est rare au Japon, et il y a un mouvement qui s'est appelé Kane Kaese. Donc Kane c'est l'argent et KSS c'est rendre, donc rends l'argent. Mais oui, c'est un peu l'idée, c'est que ils ont besoin d'argent pour vivre, sinon tous ces gens ils vont mourir ou se retrouver SDF. Mais le gouvernement n'est quand même pas resté sans réagir, il y a eu une distribution de 100 000 yens par foyer, versés aux chefs de famille pour combler du coup les déficits du foyer, donc ça fait environ 850 € par foyer. Évidemment il fallait répondre à certains critères, mais la mesure a quand même été bien acceptée. Et il y a un autre problème, c'est les sans-abri, parce qu'on pouvait pas laisser, au-delà du problème pour les sans-abri déjà qui galèrent tous les jours, c'est encore pire, c'est qu'on peut pas les laisser dans les rues, parce que sinon ils deviennent vecteurs de la maladie et ils risquent de mourir en fait sans soins. Donc les sans-abri, il fallait bien les loger, donc il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés pour les sans-abri. Donc évidemment il y a eu des tonnes de problèmes économiques et des tonnes de problèmes culturels qui ont découlé de ce Covid-19. Mais en même temps, quel pays n'a pas eu de problème? Allô, on est dans un monde interconnecté, tous les pays ont été touchés, donc quelque part on se dit oui, il y a un problème, alors en France on est dégoûté, voilà, l'économie se casse la figure, mais en même temps c'est le cas pour tous les pays, donc... pas de jaloux, hein. Par exemple, on peut citer l'annulation de la Japan Expo, qui est l'énorme salon dédié à la culture japonaise en France. Alors ça fait de la peine à mon petit cocolo, mais... voilà, faut voir qu'aussi ça impacte le Japon, puisqu'il y a plein de gens qui viennent vendre leurs produits à la Japan Expo, et que c'est aussi un endroit où les Français vont énormément consommer de culture japonaise, et donc c'est aussi une perte économique pour le Japon. Donc voilà, tout est interlié. Bon, j'ai relevé aussi, avec un peu d'amusement, une fois de plus, la preuve de l'adaptabilité du peuple japonais. Alors on a eu par exemple la remise de diplôme avec des étudiants robots, parce que oui, vous savez que la remise de diplôme est très importante au Japon, donc voilà, ils se sont adaptés. Il y a eu aussi le fameux capitalisme japonais, hein, ça on l'arrêtera jamais, avec des masques en soutien-gorge, et ça marche très bien, hein, ça a été très vite vendu, hein, ça ne m'étonne pas.
Je vous invite à consulter la page Wikipédia en anglais dédiée au coronavirus au Japon. Elle est beaucoup plus complète que la page en français, mais si vous voulez lire celle en français aussi, mais je pense avoir à peu près tout dit. Ça fait 7 mois et quelques jours que le Covid est entré au Japon. Il y a eu plus de 16 000 cas, mais c'est très peu comparé à la France qui a eu plus de 250 000 cas. Comparé la taille de la population française comparée à la population japonaise, c'est considérable. Au Japon, 14 000 cas soignés et en France, 85 000. Et enfin, au Japon, 846 morts, alors qu'en France, plus de 30 000. N'oublions pas qu'il y a encore des cas aujourd'hui, puis ça reprend d'ailleurs un bon pic en France. La situation n'est pas terminée, il ne faut pas se réjouir encore, il faut continuer de porter son masque, il faut continuer d'être super vigilant. Voilà. Narubeku ie ni imashou. Autant que possible, restons à la maison. Et donc je finis en disant que je vous mets plein de stats, que j'ai trouvé vraiment des stats super intéressants dans la barre de description si vous voulez aller y jeter un œil. Il y a aussi un reportage Arte assez court, mais voilà, qui illustre bien la mentalité des Japonais. Et du coup, ma chaîne. Ah oui, au moment où j'étais en train d'écrire cette vidéo, Shinzo Abe démissionne. Il a des graves problèmes de santé, donc on va pas vraiment lui en vouloir. Va savoir ce qui va arriver pour le prochain Premier ministre. Cette vidéo va être longue, je sais pas de combien, mais voilà, je suis désolée pour ceux qui restent jusqu'à là, vous êtes vraiment cool. Alors, sur cette chaîne, il y a la chronique ciné qui arrive enfin, elle devait arriver en 2019, mais voilà, plein de problèmes dans ma vie, oh no why. Donc du coup, la chronique ciné arrive enfin en 2020. Ça c'est vraiment cool, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de cinéma sur ma chaîne. Il y a aussi la chronique radio en podcast qui arrive, parce que vous savez que certains savent que j'ai fait une émission de radio l'année dernière, et donc j'ai les droits de diffusion, donc je les récup, et puis je vais pouvoir vous la mettre, je mettrai juste en podcast, avec une petite honte comme ça. Donc je suis en train de travailler dessus, et je verrai est-ce que je mets un épisode par mois ou pas, je vais encore réfléchir. Quoi qu'il en soit, j'ai 5 prochaines vidéos qui sont écrites, donc des vidéos hors série, des vidéos cultivons Japon, que je continue aussi, la chronique ciné et la chronique radio que j'ai pas besoin d'écrire parce que c'est déjà, voilà, déjà été diffusé. Et tout ça arrive sur la chaîne très bientôt, j'essaie de reprendre les vidéos. Le problème c'est que ma vie a été pas mal affectée ces derniers temps par des problèmes personnels et par le Covid aussi, puisque en gros, ce qui s'est passé, je suis rentrée en 2019 du Japon, donc en mai 2019, et là j'ai sorti ma dernière vidéo, ça devait être Sakura Tour, genre les spots à Sakura. Et donc à ce moment-là, je pensais pas que j'allais pas faire de vidéo pendant un an. Alors le problème c'est que j'étais en train de finir mes études et que je fais des études assez compliquées. Et donc du coup je me suis dit, bon je vais pas avoir le temps de faire des vidéos pendant mes études, mais je vais peut-être avoir le temps de faire quand il y a des vacances ou ce genre de choses. Que nenni, j'ai pas pu du tout. Alors je devais donc, là maintenant j'ai fini mes études, je dois donc trouver un travail. Enfin, ça c'est si j'avais pu trouver un stage, sauf qu'à cause du Covid j'ai pas pu trouver de stage, donc au lieu de finir mon année en mai 2020, et ben je cherche un stage depuis tout ce temps, et je vais pas trouver de stage. Du coup je peux pas terminer mon année, donc je peux pas trouver un travail non plus, puisque je n'ai pas de stage, donc pas d'expérience. Le cercle vicieux de la vie, mais on ne peut pas vous recruter, vous n'avez pas trouvé de stage, mais on ne peut pas vous trouver de stage, vous n'avez pas d'expérience. Oui mais je cherche un stage pour avoir de l'expérience. Génial. Bon, voilà, alors cette histoire de stage, ça me bloque dans absolument tous mes projets et ça me fout aussi le moral à zéro, donc du coup, bah, pas l'envie de faire des vidéos. Alors après, le problème, c'est que d'un autre côté, j'ai super envie de faire des vidéos parce que c'est ma passion dans la vie et que j'aime ça et que j'aimerais gagner de l'argent avec, mais c'est impossible. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de me remettre aux vidéos en septembre et puis je vais essayer de faire par exemple 2 vidéos par mois pour essayer de tenir un rythme. Ce qui est possible si j'ai pas de temps plein à côté, parce qu'après je pense que ça peut être compliqué pour s'organiser, enfin bref, je ne sais pas comment les gens qui sont pas youtubeurs à plein temps font. Donc voilà, j'arrête de chercher un stage, j'ai fait 7 ans d'études pour rien du tout, mais tant pis. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à là, sachez que sur ma page Facebook, j'ai mis une vidéo confinement, parce que pendant le confinement, j'ai décidé de me filmer tous les jours, en disant juste quelques trucs à la caméra. Alors je pensais pas que toute l'humanité allait avoir la même idée, mais enfin tant pis, il y a une petite vidéo confinement du coup, où je raconte chaque jour de confinement. Il y a des hauts débats, hein, ça se voit très clairement, hein, et vous pouvez la voir sur ma page Facebook, Roku-chan Poké, vous avez l'habitude, elle est dans la barre de description si jamais vous ne connaissez pas, et si vous voulez, voilà,
me connaître intimement, vous pouvez y aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à Tokyo. 教えて